Mon père m'a traité d'échec le jour de mon anniversaire et m'a remis les papiers de déshéritement. J'ai reçu des papiers de déshéritement en guise de cadeau d'anniversaire, tandis que ma famille riait alors que mon père disait « Je préférerais n'avoir aucune fille qu'un échec comme toi ». J'ai simplement pris les papiers, ma valise, et je suis parti sans dire un mot. Une semaine plus tard, ils étaient tous à la porte de l'hôtel, me suppliant « Quand ?» Le monde a découvert qui j'étais vraiment. Je m'appelle Elsie, j'ai 21 ans. Laissez-moi vous ramener là où tout a commencé, car honnêtement, l'ironie est presque trop parfaite. Le lycée. Le département de théâtre du lycée de Springfield, pour être exact. Imaginez cette adolescente maladroite de 17 ans aux cheveux bouclés et sauvages, avec des rêves plus grands que ceux que sa petite ville de l'Ohio pouvait contenir. C'était moi, vivant et respirant le théâtre comme si c'était de l'oxygène. Je passais tous mes après-midi dans cet auditorium qui sentait le renfermer, à mémoriser des répliques, à peindre des décors, et à prétendre que j'étais quelqu'un de complètement différent. Mes parents assistaient même à mes spectacles à l'époque. Papa dans son pantalon kaki et son polo repassé. Maman serrant son sac à main comme si quelqu'un pouvait le voler dans un auditorium de lycée. Ils applaudissaient poliment quand je saluais. Et après, ils disaient des choses comme « Tu as été merveilleuse, ma chérie ». Et « Une artiste si naturelle ». Pendant un bref instant lumineux, j'ai cru qu'ils avaient compris. J'ai cru qu'ils comprenaient que ce n'était pas juste un passe-temps ou une phase. C'était ma vocation, mon but, la chose qui me faisait me sentir le plus vivante. Mais ensuite, la terminale est arrivée et soudain, chaque conversation s'est transformée en session de planification universitaire. Elsie, tu dois penser de manière pratique à ton avenir, disait maman, en posant des brochures d'école de droit comme s'il s'agissait d'offrandes de paix. Le théâtre est un passe-temps sympa, mais tu as besoin de quelque chose de stable, de respectable. Papa hochait la tête, ajoutant sa propre dose de sagesse pratique. L'industrie du divertissement est brutale, ma chérie. 99% des acteurs n'y arrivent jamais. Tu es trop intelligente pour gâcher tes talents dans quelque chose d'aussi incertain. J'ai essayé d'expliquer que l'incertitude ne me faisait pas peur. J'ai essayé de leur montrer des articles sur des acteurs à succès qui avaient commencé avec rien, des statistiques sur l'industrie croissante du cinéma et de la télévision, des exemples montrant comment la formation théâtrale faisait de vous un meilleur communicant dans n'importe quel domaine. Mais ils avaient déjà pris leur décision. Dans leur vision de mon avenir, je portais un tailleur et une mallette, je n'étais pas sur une scène à vider mon cœur pour des étrangers. Le compromis qu'ils m'ont offert ressemblait à une condamnation à mort déguisée en générosité, va à l'université, obtiens ton diplôme dans quelque chose de pratique, et ensuite, si tu veux toujours poursuivre le théâtre, tu auras quelque chose sur quoi retomber. Quelque chose sur quoi retomber. Comme si mes rêves étaient intrinsèquement conçus pour échouer. Alors me voilà, à 18 ans, remplissant des dossiers d'inscription pour des programmes de pré-droit parce que ça rendait mes parents fiers, parce que ça semblait être la chose responsable à faire, parce que j'étais trop jeune et trop effrayé pour tout miser sur moi-même. La lettre d'acceptation de l'université de New York est arrivée un mardi. Mes parents ont célébré comme si je venais de gagner à la loterie. Maman a appelé toutes ses amies. Papa m'a emmené dîner pour me féliciter et tout le monde n'arrêtait pas de dire à quel point ils étaient fiers de moi d'avoir pris une décision si mature. Je souriais, hochais la tête et jouais le rôle de la fille reconnaissante. Mais à l'intérieur, j'avais l'impression d'assister à mon propre enterrement. La fille qui voulait être actrice était enterrée vivante sous les attentes, les considérations pratiques et les définitions du succès des autres. Personne d'entre nous ne savait que ce n'était que le début de l'histoire. Et croyez-moi, le début était la partie facile. Le bâtiment de la faculté de droit de l'université de New York ressemblait exactement à ce qu'on attend d'un endroit conçu pour broyer les rêves et les remplacer par des heures facturables. Une imposante façade en calcaire, des fenêtres qui semblaient vous juger quand vous passiez devant, et des étudiants qui avaient tous l'air d'avoir été élevés spécifiquement pour la réussite en entreprise. J'ai tenu exactement 3 semaines avant de commencer à m'éclipser pour des auditions. Ce n'était pas vraiment prévu. Je revenais de mon cours de procédure civile, ayant l'impression que mon âme était lentement extraite par mes oreilles, quand j'ai vu une annonce sur le tableau d'affichage d'un café. Appel à casting, nouvelle série dramatique cherche de nouveaux visages. Quelque chose là-dedans m'a appelé comme un phare dans la tempête. La plupart des autres étudiants en droit passaient leur temps libre à étudier ou à réseauter lors de cocktails au nom comme « futur leader du droit des sociétés ». Moi,
je passais le mien à prendre le métro vers des bureaux exigus de Midtown, à faire la queue avec des dizaines d'autres aspirants, et à me souvenir de ce que c'était que de vouloir vraiment quelque chose. Les auditions étaient terribles au début. J'étais rouillée, nerveuse, pensant encore comme une étudiante en pré-droit au lieu d'une actrice. J'entrais dans ces pièces avec des directeurs de casting qui pouvaient sentir le doute sur moi de l'autre côté de la table. Mais lentement, à chaque rejet, j'ai commencé à me souvenir de qui j'étais. J'ai commencé par décrocher de petits rôles, de la figuration, des rôles d'une seule ligne, le genre de rôle où vous êtes surtout un meuble qui parle occasionnellement. Mes parents pensaient que j'étudiais très dur parce que je rentrais à la maison épuisée et couverte d'un maquillage que j'avais oublié d'enlever. Cours d'appréciation du théâtre, expliquai-je, ce qui n'était pas techniquement un mensonge. La véritable percée est arrivée pendant mon 2e semestre. J'avais été rappelé pour quelque chose appelé « Riverside Heights », un drame pour adolescents présenté comme le prochain grand succès. La directrice de casting, une femme nommée Sandra, avec des yeux perçants et une langue encore plus acérée, n'arrêtait pas de me faire revenir pour différentes scènes. « Tu as quelque chose », m'a-t-elle dit après le 4e rappel. « Brute, mais tu as vraiment quelque chose. Peux-tu revenir demain ?» J'ai hoché la tête avec tant d'enthousiasme que j'ai probablement dû ressembler à une poupée à tête branlante. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est que demain, c'était mon examen final de droit constitutionnel. Je me suis déclaré malade, j'ai dit au professeur Williams que j'avais une intoxication alimentaire et que je devais le reporter. Puis je me suis présenté à ce dernier appel avec tout ce que j'avais, chaque once de talent, de désespoir et d'espoir que j'avais accumulé depuis le lycée. 2 jours plus tard, Sandra a appelé, « Félicitations, Elsie. Bienvenue à Riverside Heights. Tu es notre nouvelle Rebecca Morrison. » Rebecca Morrison, la fille tourmentée mais brillante de la famille la plus en vue de la ville, dont les secrets allaient alimenter la moitié des intrigues de la série. Un rôle principal, un véritable rôle principal, honnêtement, dans une série que les chaînes se disputaient déjà. J'ai raccroché le téléphone et j'ai immédiatement fondu en larmes, là, au milieu de la bibliothèque de l'Université de New York. Des larmes de joie, des larmes de terreur. Des larmes de « qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Parce que je savais, avant même de composer le numéro de mes parents, que cela allait tout changer. Qu'il n'y avait plus moyen de jouer sur les 2 tableaux. Plus moyen de continuer à prétendre que j'étais la studieuse étudiante en droit tout en construisant secrètement la carrière d'actrice qu'il m'avait interdit de vouloir. Le téléphone a sonné 3 fois avant que papa ne décroche. « Salut, ma chérie. Comment vont les cours ?»« Papa, dis-je, ma voix tremblant déjà. Je dois te dire quelque chose d'important. Avez-vous déjà vécu ce moment où vous savez que vous êtes sur le point de lâcher une bombe qui va tout changer ? C'est exactement là où j'en étais, debout dans ma minuscule chambre de dortoir de l'université de New York, le téléphone collé à l'oreille, sur le point de dire à mes parents que leur pire cauchemar venait de se réaliser. J'ai eu un rôle, papa. Pas n'importe quel rôle. Le rôle principal dans une série télévisée qui va être diffusée sur une grande chaîne. Silence. Le genre de silence qui s'étire si longtemps que vous commencez à vous demander si l'appel n'a pas été coupé. Finalement, la voix de papa, soigneusement contrôlée. Elsie, nous avons déjà parlé de ça. Tu es à l'école de droit. Ce truc d'actrice est une distraction. Ce n'est plus une distraction, papa. C'est ma carrière. Ils veulent me faire signer un contrat de 3 ans. Nous commençons à tourner dans 2 semaines. 2 semaines ? La voix de maman s'est jointe à la conversation, aiguë de panique. Elsie, tu as tes examens. Tu as tout ton 2e semestre devant toi. Tu ne peux pas simplement abandonner tes études pour une série télé qui pourrait être annulée après 6 épisodes. J'ai pris une profonde inspiration, sachant que ce que j'allais dire ensuite ferait exploser la relation qu'il me restait avec ma famille. J'abandonne l'école de droit. L'explosion a été immédiate et dévastatrice. Absolument pas. La voix de papa a tranché dans le téléphone comme une lame. Nous ne payons pas pour que tu gâches ta vie pour une fantaisie hollywoodienne. Nous t'avons mieux élevé que ça, a ajouté maman, sa voix pleine de déception. Nous t'avons donné toutes les opportunités, tous les avantages, et c'est comme ça que tu nous remercies. J'ai essayé d'expliquer ce que cela signifiait, le genre d'opportunité qu'on m'avait donné, comment les directeurs de casting m'avaient dit que j'étais spécial, comment les scénaristes avaient déjà commencé à développer des intrigues spécifiquement autour de mon personnage.
Comment ce n'était pas juste un rêve chimérique, mais une véritable carrière légitime qui s'ouvrait devant moi. Mais ils ne m'entendaient pas. Ils entendaient leurs pires craintes se confirmer, que leur fille choisissait l'incertitude plutôt que la stabilité, les rêves plutôt que le pragmatisme, l'art plutôt que la respectabilité. Si tu abandonnes l'école de droit pour ces bêtises, a dit papa, sa voix froide d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant, ne t'attends pas à ce que nous te soutenions quand tout s'effondrera. Très bien, ai-je dit, me surprenant moi-même par la fermeté de ma voix. Je ne le ferai pas. La conversation a dégénéré à partir de là. Maman pleurant sur la façon dont ils avaient échoué en tant que parents. Papa me faisant la morale sur la responsabilité et les décisions matures. Moi, tenant bon pour la première fois de ma vie, refusant de reculer, même si je sentais ma famille m'échapper. Elsie, a finalement dit maman, sa voix vide. Si tu fais ça, si tu jettes vraiment tout ce pour quoi nous avons travaillé, ne t'attends pas à venir pleurer chez nous quand la réalité te frappera. Je ne le ferai pas, ai-je répété. Nous sommes sérieux, a ajouté papa. Tu prends une décision d'adulte, alors tu peux vivre avec les conséquences d'adulte. Ne nous appelle pas quand tu seras fauché et sans abri et que tu te demanderas pourquoi tu as abandonné une carrière juridique prometteuse pour quelque chose de si futile. La ligne a été coupée. Je me suis assise sur mon lit de dortoir étroit, fixant mon téléphone, attendant qu'il rappelle pour dire qu'ils ne le pensaient pas, qu'ils me soutenaient, qu'ils étaient fiers de moi d'avoir pris un si grand risque. L'appel n'est jamais venu. 2 jours plus tard, je me suis retiré de l'université de New York. 3 jours après ça, j'étais dans un avion pour Vancouver, où Riverside Heights tournerait sa première saison. 8 mois de journée de 16 heures, à apprendre des répliques, à trouver mes marques, et à devenir quelqu'un que je n'aurais jamais imaginé pouvoir être. La fille qui a quitté New York était effrayée et incertaine. La femme qui allait finalement revenir était sur le point d'apprendre exactement ce que sa famille pensait vraiment de ses rêves. Vous savez ce qui est drôle quand on coupe tout contact avec quelqu'un? Le volume que prend le silence. Pendant les premières semaines de tournage, je me surprenais à vouloir prendre mon téléphone pour appeler mes parents à propos de tout. Une super journée sur le plateau, je voulais la partager. Une scène difficile qui m'a fait pleurer, j'avais besoin de leur soutien. Apprendre quelque chose de nouveau sur le métier que j'aimais, je désirais leur validation. Mais chaque fois que je commençais à composer leur numéro, je me souvenais de la voix de papa. Ne nous appelle pas quand tu seras fauché et sans abri. Alors, je n'ai pas appelé. Et plus important encore, ils ne m'ont pas appelé. Silence radio. Un silence radio complet et absolu de la part des personnes qui m'avaient élevé, qui m'avaient soi-disant aimé inconditionnellement, qui m'avaient appris que la famille était la chose la plus importante au monde. Il s'est avéré que la famille n'était la chose la plus importante que tant que vous faisiez exactement ce qu'ils voulaient. Le premier mois de tournage a été difficile. Non pas parce que le travail était dur, bien qu'il le fût, mais parce que j'apprenais à exister sans le filet de sécurité que j'avais tenu pour acquis toute ma vie. Pas de parents à qui se confier après une mauvaise journée. Pas de discussion de groupe familial pleine d'encouragement et de blagues privées. Personne ne prenait de mes nouvelles pour s'assurer que je mangeais assez ou que je dormais bien. J'avais 21 ans et j'étais complètement seul pour la première fois dans un pays étranger, faisant le travail le plus stimulant et excitant de ma vie. Et je n'avais personne avec qui le partager. Enfin, presque personne. Le casting est devenu une sorte de famille de substitution. Marcus, qui jouait mon frère à l'écran, m'a pris sous son aile comme un vrai grand frère. Sarah, l'actrice chevronnée de notre série, me donnait des masterclass de technique entre les prises. Même l'équipe a commencé à veiller sur moi, la petite nouvelle de l'Ohio, qui n'avait clairement aucune idée de ce qu'elle faisait, mais qui y mettait tout son cœur. « Tes parents savent ce que tu fais ici ?» m'a demandé Marcus un jour pendant la pause déjeuner. Nous étions assis devant nos caravanes, profitant du rare soleil de Vancouver. Ils savent, ai-je dit prudemment. Ils ne sont juste pas ravis. Marcus a haussé un sourcil. Pas ravis que leur fille décroche un rôle principal dans une série télévisée nationale. Que voulait-il que tu sois? Une neurochirurgienne? Avocate, en fait. Il a ri, puis s'est arrêté quand il a réalisé que je ne riais pas avec lui. Attends, il s'éclaircit la gorge, tu es sérieuse. Ils sont contrariés par ça? J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix pour rester stable si j'essayais d'expliquer toute l'histoire. C'est insensé, a-t-il dit en secouant la tête.
Ma mère dit à tout le monde dans notre quartier que je suis à la télé. Elle enregistre mes vieilles pubs. Tes parents ratent l'occasion d'être fiers de quelque chose d'incroyable. C'est ce qui faisait le plus mal, en fait. Non pas qu'ils n'étaient pas d'accord avec mon choix, mais qu'ils ne pouvaient pas voir ce que tout le monde voyait, que j'étais doué pour ça, que j'avais ma place ici, que je construisais quelque chose de significatif et de beau avec ma vie. Le pire, c'était de me demander s'ils n'avaient pas raison, peut-être que je me faisais des illusions, peut-être que je jetais quelque chose de précieux pour quelque chose de sans valeur. Peut-être que leur silence n'était qu'une attente, qu'ils attendaient que je revienne à la raison et que je m'excuse d'avoir été si stupide. Ces doutes se faisaient plus forts les jours difficiles, quand je n'arrivais pas à me souvenir de mes répliques, ou quand une scène ne fonctionnait pas, ou quand je me sentais comme une usurpatrice entourée de vrais acteurs qui savaient vraiment ce qu'ils faisaient. Mais ensuite, quelque chose de beau se produisait. Une scène s'emboîtait parfaitement, où je réussissais un moment émouvant qui m'avait posé des problèmes, où un réalisateur me prenait à part pour me dire à quel point il était impressionné par ma progression. Et je me souvenais pourquoi j'avais choisi cette voie en premier lieu. 8 mois. C'est le temps que j'ai passé sans parler à ma famille. 8 mois de la période la plus transformatrice, stimulante et excitante de ma vie. Et ils ont tout manqué. Je me disais que ça n'avait pas d'importance, que je construisais une nouvelle vie avec de nouvelles personnes qui soutenaient réellement mes rêves. Mais au fond de moi, je continuais d'espérer que lorsque la série serait diffusée, lorsqu'ils verraient ce que j'avais accompli, lorsque le reste du monde reconnaîtrait ce que je faisais, peut-être qu'ils changeraient d'avis. Peut-être qu'ils se souviendraient qu'ils étaient fiers de moi autrefois. Peut-être qu'ils voudraient faire à nouveau partie de ma vie. Elle s'éclaircit la gorge, j'étais sur le point de découvrir à quel point cet espoir était naïf. Le tournage s'est terminé un mardi de début novembre, 8 mois après avoir entendu pour la dernière fois la voix de mes parents. Alors que l'équipe rangeait le matériel et que les acteurs échangeaient leurs coordonnées et des promesses de rester en contact, j'ai réalisé que je faisais face à un problème que je n'avais pas anticipé. Que faire ensuite ? La plupart des acteurs rentraient à Los Angeles pour attendre des nouvelles sur une éventuelle deuxième saison. Quelques-uns rentraient chez eux pour rendre visite à leur famille avant la diffusion de la série en janvier. Tout le monde avait un endroit où aller, des gens qui les attendaient, des plans qui avaient du sens. J'avais un petit appartement que je payais mais où je vivais à peine, et des parents qui avaient très clairement fait savoir qu'ils ne voulaient pas de mes nouvelles. « Tu viens à la fête de fin de tournage ce soir ?» a demandé Sarah, en passant son bras sous le mien alors que nous nous dirigions vers le parking. « Je ne manquerai ça pour rien au monde », ai-je dit, forçant une gaieté dans ma voix que je ne ressentais pas. La fête de fin de tournage était tout ce qu'on pouvait attendre d'un groupe de jeunes de 20 ans qui venaient de passer 8 mois à travailler 18 heures par jour ensemble. Musique forte, vin bon marché, et tout le monde parlant en même temps de ses moments préférés de la saison. Pendant quelques heures, j'ai réussi à oublier l'anxiété grandissante dans ma poitrine à propos de la suite. « Alors, c'est quoi ton plan ?» a demandé Marcus lors d'un moment plus calme. Nous étions sur le balcon de l'hôtel, regardant l'horizon de Vancouver. Un plan ? J'ai ri, mais le son était creux. C'est optimiste. Je pense que je vais rentrer à mon appartement, attendre que la série soit diffusée, et voir ce qui se passe ensuite. Et pour Noël ? Tu rentres à la maison ? La question m'a frappé comme un coup. À la maison ? Où était exactement la maison quand votre famille vous avait essentiellement renié pour avoir poursuivi vos rêves ? Peut-être, ai-je dit vaguement, je suis encore en train de voir. Mais au fil des semaines et à l'approche de décembre, l'idée a commencé à germer dans mon esprit. Et si je rentrais à la maison ? Et si je me présentais pour Noël et que j'essayais de combler le fossé qui s'était creusé entre nous ? Et si 8 mois avaient suffi pour que je leur manque ? Pour qu'ils regrettent leurs paroles dures. Pour qu'ils réalisent qu'une famille devrait se soutenir mutuellement même en cas de désaccord. Plus j'y pensais, plus ça avait du sens. Je rentrerais en tant que succès, pas en tant qu'échec. J'avais une série télévisée sur le point d'être diffusée. Une carrière qui décollait vraiment. La preuve que mes rêves n'étaient pas aussi insensés qu'ils l'avaient prétendu. Peut-être que c'était exactement ce dont nous avions besoin pour guérir la rupture entre nous. J'ai commencé à faire des plans sans vraiment m'avouer que c'était ce que je faisais. J'ai réservé un vol pour l'Ohio pour le 20 décembre, mon anniversaire. J'ai cherché des hôtels près de la maison de mes parents au cas où les choses seraient encore tendues et que j'aurais besoin d'un endroit où rester. J'ai même commencé à acheter des cadeaux de Noël, imaginant leur visage quand ils verraient à quel point je réussissais.
Tu es sûr de ça? M'a demandé Marcus quand je lui ai parlé de mon plan. Nous déjeunions à là où j'étais resté temporairement en attendant de savoir quoi faire ensuite. C'est Noël, ai-je dit, essayant de paraître plus confiante que je ne l'étais. La famille est censée être ensemble à Noël. La famille est aussi censée soutenir les rêves de chacun, a-t-il souligné gentiment. Mais la tienne t'a mise à la porte quand tu avais le plus besoin d'eux. Je savais qu'il avait raison. Logiquement, je comprenais que rien dans leur comportement ne suggérait qu'ils avaient soudainement changé d'avis sur mes choix de carrière. Mais il y avait cette partie têtue de moi qui refusait de croire que mes parents pouvaient vraiment être si froids, si impitoyables, si incapables de changer. Ils m'avaient élevé. Ils m'avaient aimé pendant 21 ans. Cela devait sûrement compter pour quelque chose. Alors, j'ai réservé le billet, fait ma valise avec des tenues soigneusement choisies qui avaient l'air réussies, mais pas ostentatoires. J'ai répété des conversations dans ma tête où j'expliquerais à quoi avaient ressemblé les 8 derniers mois, à quel point j'avais grandi, à quel point cette voie s'était avérée être la bonne. J'ai même écrit une lettre que je n'ai jamais envoyée, pleine de tout ce que je voulais dire sur le fait qu'il m'avait manqué, que j'étais désolé que nous nous soyons éloignés, que je voulais tellement qu'il soit à nouveau fier de moi. En y repensant, je vois exactement à quel point j'étais naïve, à quel point je voulais désespérément croire que les liens du sang étaient plus forts que la déception, que l'amour était plus fort que l'orgueil blessé. Que le temps pouvait guérir le genre de déconnexion fondamentale qui se produit lorsque les gens ne peuvent tout simplement pas se comprendre. Mais à 21 ans, je croyais encore aux fins heureuses. Je pensais encore que se présenter avec de bonnes intentions et une carrière réussie suffirait à réparer ce qui avait été brisé entre nous. J'étais sur le point d'apprendre à quel point j'avais tort. Le vol de LAX à Columbus a duré 3h30 de pure anxiété. J'ai passé tout le temps à répéter ce que je dirais en les voyant, comment j'expliquerais les 8 derniers mois, comment je leur ferais comprendre que j'avais fait le bon choix. Au moment où l'avion a atterri, je m'étais convaincu que ce serait la réunion dont j'avais rêvé depuis le jour où je leur avais raccroché au nez. Le 20 décembre en Ohio était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Ciel gris, froid glacial, et cette sorte de morosité hivernale particulière qui donne l'impression que tout a été vidé de ses couleurs. J'ai récupéré ma valise au carrousel à bagages et j'ai cherché mes parents du regard, même si je ne leur avais pas dit que je venais. Surprise, n'est-ce pas? Se présenter le jour de mon anniversaire avec la preuve que j'avais réussi quelque chose. Et sûrement, ils seraient si heureux de me voir que tous les sentiments blessés s'évanouiraient. Personne n'était là, évidemment, parce que personne ne savait que je venais. J'ai pris un taxi jusqu'à leur maison, regardant des quartiers familiers défiler par les fenêtres et ressentant ce mélange étrange de nostalgie et d'appréhension qui accompagne le retour dans un endroit qui était autrefois votre maison mais ne le semble plus tout à fait. La maison était exactement la même. Même revêtement beige, même pelouse parfaitement entretenue, même couronne de saison que maman changeait religieusement toutes les quelques semaines. La voiture de papa était dans l'allée à côté du SUV de maman, ce qui signifiait qu'ils étaient tous les deux à la maison. Parfait. C'était l'heure de la grande réunion. J'ai payé le chauffeur de taxi et je suis resté un moment sur le trottoir. La poignée de la valise dans une main, les clés d'une voiture que j'avais vendue il y a des mois serrées inutilement dans l'autre. C'était le moment. Le moment où tout redeviendrait normal, où nous redeviendrions une famille, où ils comprendraient enfin ce que j'essayais de leur dire depuis le début. J'ai monté les marches et j'ai frappé à la porte. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr que les voisins pouvaient l'entendre. La porte s'est ouverte et c'était maman, l'air plus âgé et plus fatigué que dans mon souvenir. Pendant une fraction de seconde, son visage s'est illuminé de pure joie en me voyant. Pendant un seul et magnifique instant, j'ai cru que j'avais eu raison sur tout. Puis son expression a changé, est devenue gardée. Prudente. Elsie, qu'est-ce que tu fais ici? C'est mon anniversaire, ai-je dit en essayant de sourire. J'ai pensé qu'on pourrait peut-être parler. Vous m'avez tellement manqué. Elle a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule, puis m'a regardé de nouveau. Tu aurais dû appeler avant. Je voulais que ce soit une surprise. Ma voix semblait plus faible que je ne l'avais prévu. Je peux entrer? Il fait un froid de canard ici. Une autre pause. Un autre regard par-dessus son épaule. Puis, à contre-cœur, elle s'est écartée. La maison sentait la cannelle et la vanille. Les mêmes bougies que maman brûlait chaque hiver depuis aussi longtemps que je me souvienne. Des décorations de Noël couvraient chaque surface.
Les mêmes ornements avec lesquels j'avais grandi. Le même sapin artificiel dans le même coin du salon. Tout était exactement pareil, à l'exception des photos de famille sur la cheminée. 8 mois de photos, de vacances, de fêtes, de réunions de famille, et je n'étais sur aucune d'entre elles. Ton père est dans le salon, a dit maman prudemment. Nous avons de la visite. De la visite le jour de mon anniversaire. De la famille. D'après les voix que j'entendais de l'autre pièce. Je l'ai suivi dans le salon où toute ma famille élargie était réunie autour de la table basse, riant de quelque chose que papa venait de dire. Tante, oncle, cousin, même mes grands-parents. Toutes les personnes avec qui j'avais grandi en célébrant les anniversaires et les fêtes. La conversation s'est arrêtée net au moment où je suis entré. Pas progressivement, pas poliment. Elle s'est juste coupée comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton au muet. Eh bien, a dit papa après un moment qui a duré environ 17 heures. Regardez qui a décidé de nous honorer de sa présence. Le ton était faux. Tout dans cette situation était faux. Où était la joie de me voir? Où étaient les questions sur comment j'allais, ce que j'avais fait, si j'étais heureuse, en bonne santé et en sécurité? Où était l'amour qui était censé exister malgré nos désaccords? Salut, papa, ai-je dit en posant ma valise près de la porte. Tu m'as manqué aussi. Debout dans ce salon, entouré de toute ma famille, mais me sentant plus seul que je ne l'avais été en 8 mois de solitude réelle, j'ai enfin compris ce que les gens voulaient dire quand ils parlaient de la température d'une pièce qui chute. Littéralement, tout le monde me regardait. Pas avec curiosité ou joie ou même colère, mais avec quelque chose de bien pire. De la déception mêlée de pitié, comme si j'étais un exemple à ne pas suivre entrant dans leurs réunions confortables et prévisibles. Combien de temps tu restes, a demandé maman. Et la question sonnait plus comme si elle calculait le dérangement que j'avais causé que comme un réel intérêt à passer du temps avec moi. J'ai un vol de retour le 2 janvier, ai-je dit, espérant toujours que quelqu'un dirait qu'il était content de me voir. Le 2 janvier? La voix de tante Linda avait ce ton particulier que les femmes utilisent quand elles veulent paraître concernées, mais qu'elles sont en fait juste fouineuses. C'est une assez longue visite. Tu es entre deux boulots? Entre deux boulots? Comme si ce que j'avais fait était un emploi temporaire dans une épicerie. Pas l'opportunité qui définissait ma carrière et vers laquelle j'avais travaillé toute ma vie d'adulte. En fait, je viens de terminer le tournage de la première saison d'une série télévisée, ai-je dit, en essayant d'injecter un peu de fierté dans ma voix. Elle sera diffusée le mois prochain. Le silence qui a suivi était encore pire qu'avant. Finalement, mon cousin Tom a pris la parole. Oh, une de ces émissions de télé-réalité. Non, c'est une série dramatique. Je joue l'un des personnages principaux. J'ai regardé autour de la pièce, espérant voir ne serait-ce qu'une lueur d'intérêt ou de fierté. Ça s'appelle Riverside Heights. Ça passera le mardi soir. Hein, a dit l'oncle Bob, l'expert autoproclamé de la famille surtout. Jamais entendu parler. Bien sûr, il n'en avait jamais entendu parler. Elle n'avait pas encore été diffusée. Mais le souligner ne ferait que me faire paraître sur la défensive, alors j'ai simplement souri et hoché la tête. Eh bien, a dit papa, se levant de son fauteuil avec ce genre de mouvement délibéré qui suggérait que cette conversation était terminée. Je suis sûr que c'est très excitant pour toi. Nous étions juste en train de finir le dîner. Maman peut probablement te trouver des restes si tu as faim. Des restes. Pas, laisse-moi mettre un couvert de plus à table, ou, nous t'avons gardé une place, ou, comme c'est merveilleux que tu sois rentré pour ton anniversaire. Des restes. En fait, ai-je dit, ma voix restant stable par pure force de volonté. J'espérais que nous pourrions tous passer du temps ensemble. Ça fait 8 mois qu'on ne s'est pas parlé, et j'ai tellement de choses à vous raconter sur ce que j'ai fait. Le regard qui a été échangé entre mes parents aurait pu geler de l'eau. Une communication rapide et efficace qui en disait long sur les conversations qu'ils avaient eues en mon absence. Elsie, a dit maman prudemment, nous passons une soirée familiale agréable et tranquille. Peut-être que demain serait mieux pour se rattraper. Soirée familiale. J'étais leur fille, leur chair et leur sang, et d'une manière ou d'une autre, je n'étais pas incluse dans la famille. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ce n'était pas une réunion maladroite qui s'améliorerait une fois que nous serions tous détendus. Ce n'était pas un malentendu qui pourrait être dissipé avec de bonnes intentions et une conversation honnête.
C'était une exclusion délibérée. Ils n'étaient pas surpris de me voir. Ils étaient dérangés par ma présence. Vous savez quoi, ai-je dit en attrapant ma valise. Vous avez raison. J'aurais dû appeler avant. Où vas-tu, a demandé maman, mais pas comme si elle s'inquiétait pour moi. Comme si elle s'inquiétait de l'image que cela donnerait au reste de la famille si leur fille partait immédiatement après son arrivée. Il y a un hôtel au centre-ville. Je vais y rester et vous laisser un peu d'espace pour profiter de votre soirée en famille. J'ai atteint la porte d'entrée avant que papa ne parle. Elsie. Je me suis retournée, pleine d'espoir malgré tout, qu'il allait peut-être dire quelque chose de gentil, quelque chose qui reconnaîtrait le courage qu'il m'avait fallu pour rentrer à la maison. Joyeux anniversaire, a-t-il dit. Mais les mots étaient plats, protocolaires, comme s'il cochait une obligation sur une liste. Je suis parti dans le taxi qui attendait toujours, car quelque part dans mon subconscient, je devais savoir que c'est ainsi que les choses se passeraient, et j'ai regardé la maison de mon enfance disparaître derrière moi. La maison où j'avais grandi, où je m'étais senti en sécurité, aimé et valorisé, n'était plus qu'un bâtiment rempli de gens qui ne voulaient pas de moi. La chambre d'hôtel était petite, générique et absolument parfaite pour ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire un endroit pour m'effondrer en privé avant de savoir quoi faire ensuite. Demain, c'était mon anniversaire, 22 ans, et j'avais enfin appris exactement où j'en étais avec les gens qui étaient censés m'aimer inconditionnellement. Ce n'était pas là où j'avais espéré être. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 17 appels manqués de ma mère et un texto qui disait simplement « Viens à la maison. Il faut qu'on parle ». Honnêtement, après l'accueil de la veille, j'ai failli ne pas y aller. Mais il y avait encore cette partie têtue de moi qui espérait qu'ils avaient peut-être réalisé à quel point ils avaient été froids. Peut-être qu'ils voulaient s'excuser et recommencer à zéro. J'aurais dû faire confiance à mon premier instinct et rester à l'hôtel. Quand je suis arrivé à la maison, avec ce même chauffeur de taxi qui devait probablement s'interroger sur mes choix de vie à ce stade, j'entendais des voix du salon avant même d'avoir sonné. La même famille élargie que la veille, plus quelques voix supplémentaires que je ne pouvais pas identifier. Maman a ouvert la porte immédiatement, comme si elle m'attendait. Dieu merci, tu es venu. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Pourquoi exactement? Je l'ai suivi dans le salon où la scène de la veille était devenue encore plus gênante. Plus de membres de la famille, des visages plus sérieux, et cette énergie particulière qui se dégage lorsqu'un groupe de personnes a parlé de vous et que vous entrez soudainement dans la pièce. Assieds-toi, ma chérie, a dit papa, en désignant la seule chaise vide au centre de la pièce. Comme si j'allais être interrogé pour un emploi que je n'obtiendrais certainement pas. Je suis resté debout. Quelque chose dans la mise en scène me semblait faux, trop formel, trop semblable à une intervention. Tout va bien, ai-je demandé, en regardant les visages qui allaient de mal à l'aise à carrément hostile. Nous devons discuter de ta situation, a dit papa. Le mot « situation » est sorti comme s'il parlait d'un problème à résoudre. Ma situation? L'oncle Bob s'est éclairci la gorge. Elsie, nous sommes tous préoccupés par la voie que tu as choisie. Ce truc d'actrice n'est pas durable, et il est temps que tu affrontes la réalité. Ce truc d'actrice. 8 mois du travail le plus dur et le plus gratifiant de ma vie réduit à un truc. Nous avons discuté, a ajouté maman. Et nous pensons qu'il serait préférable que tu rentres à la maison, que tu te réinscrives à la faculté de droit, et que tu mettes cette phase hollywoodienne derrière toi. Phase hollywoodienne? Comme si ma carrière équivalait à une adolescente se teignant les cheveux en bleu ou se faisant un tatouage douteux. J'apprécie votre inquiétude, ai-je dit prudemment. Mais je ne changerai pas d'avis. Ce n'est pas une phase. C'est ma vie. La température dans la pièce a encore baissé de quelques degrés. Dans ce cas, a dit papa, en attrapant une enveloppe sur la table basse. Nous avons quelque chose pour toi. Il s'est levé, s'est approché de l'endroit où je me tenais toujours près de l'entrée de la pièce, et m'a tendu l'enveloppe avec une formalité qui ressemblait plus à une transaction commerciale qu'à un moment familial. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé, bien que quelque chose au fond de mon estomac savait déjà que je ne voulais pas le savoir. Ouvre-la, a-t-il dit simplement. Mes mains tremblaient en déchirant l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient plusieurs documents d'aspect officiel avec des en-têtes de cabinet d'avocats et mon nom en haut. Il m'a fallu un moment pour comprendre ce que je lisais, pour transformer le langage juridique en quelque chose de sensé. Des papiers de déshéritement, formels, légaux, notariés.
Considère ça comme un cadeau d'anniversaire, a dit papa, et je jurerais avoir entendu de la satisfaction dans sa voix. La pièce a éclaté de rire. Pas des gloussements gênés ou des ricanements nerveux, mais de vrais rires. Ma tante gloussait presque. Mes cousins souriaient narquoisement. Et mon oncle secouait la tête comme si c'était la chose la plus drôle qu'il ait vue de toute l'année. Et mon père, l'homme qui m'avait appris à faire du vélo, m'avait aidé avec mes devoirs et m'avait dit que je pouvais être tout ce que je voulais, m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Je préférerais ne pas avoir de fille que d'avoir un échec comme toi. » Les mots m'ont frappé comme un coup. Pas seulement leur cruauté, mais leur finalité. Il n'y avait pas de colère dans sa voix, pas de chaleur qui pourrait se refroidir plus tard, juste un rejet froid et calculé. J'ai regardé autour de moi ces gens qui partageaient mon ADN, qui avaient été à chaque fête d'anniversaire et matin de Noël de mon enfance, qui riaient maintenant de mon humiliation comme si c'était un spectacle, et quelque chose en moi s'est brisé. Pas de manière dramatique, en sanglotant, mais plutôt comme une porte se fermant sur une partie de ma vie qui était maintenant officiellement terminée. J'ai plié les papiers soigneusement, les ai remis dans l'enveloppe et j'ai pris ma valise. Personne n'a bougé pour m'arrêter. Personne n'a essayé de reprendre ses paroles ou de dire qu'il ne le pensait pas. Je suis allé à la porte d'entrée, je l'ai ouverte et je suis sorti dans le froid de décembre. Derrière moi, les rires continuaient. Je suis monté dans le taxi, j'ai donné au chauffeur l'adresse de l'hôtel, et nous nous sommes éloignés de la maison où j'avais grandi. Je n'ai pas regardé en arrière. Il ne restait plus rien à voir. La chambre d'hôtel est devenue mon univers entier pour la semaine suivante. Chambre 237 au Holiday Inn de Springfield. Pas exactement la retraite glamour post-tournage que j'avais imaginé en réservant mon vol de retour, mais c'était la mienne, et personne là-bas ne se moquait de mes choix de vie. J'ai étalé ces papiers de déshéritement sur le petit bureau et je les ai lus encore et encore, comme si les mots pouvaient changer si je les étudiais assez attentivement. Mais non, c'était là, noir sur blanc, en langage juridique. Elsie Margaret Thompson n'était plus considérée comme une enfant de Robert et Margaret Thompson, avec effet immédiat. Pas d'héritage, pas de lien familial, pas de filet de sécurité d'aucune sorte. 22 ans, officiellement orpheline par choix plutôt que par tragédie. Vous savez ce qui est étrange quand on est complètement seul pour la première fois de sa vie? Le silence qui s'installe. Pas seulement l'absence d'appels téléphoniques ou de messages textes, mais l'absence du bruit de fond de l'appartenance à un endroit. Pas de discussion de groupe familial bourdonnante de blagues privées. Pas de nouvelles occasionnelles. Personne ne se demandant où vous êtes ou si vous avez mangé aujourd'hui. Juste vous, une chambre d'hôtel et la compréhension soudaine que les personnes qui étaient censées vous aimer inconditionnellement vous aimaient en fait de manière très, très conditionnelle. J'ai passé les 2 premiers jours à simplement digérer ce qui s'était passé, à le rejouer comme un film, en essayant de comprendre où j'avais mal calculé, où j'avais si complètement mal interprété la situation. Avait-il toujours été aussi cruel et j'avais simplement été trop naïf pour le voir, ou mon choix de poursuivre une carrière d'actrice les avait-il vraiment changés en des personnes que je ne reconnaissais pas? La réponse, je commençais à le réaliser, n'avait probablement pas d'importance. Le résultat était le même de toute façon. Le 3e jour, je me suis forcé à quitter la chambre d'hôtel. Springfield en décembre n'est pas exactement une destination touristique, mais c'était toujours la ville où j'avais grandi. J'ai fait un tour en voiture, loué une voiture parce qu'apparemment j'étais une adulte maintenant, et les adultes résolvent leurs propres problèmes de transport. Je regardais tous les endroits qui signifiaient autrefois quelque chose pour moi, le lycée où j'avais découvert le théâtre, le café où j'avais passé des heures à mémoriser des répliques pour des auditions que mes parents considéraient comme une perte de temps. La bibliothèque où j'avais fait des recherches sur les universités à l'époque où je pensais que rendre mes parents fiers était la chose la plus importante au monde. Tout semblait plus petit que dans mon souvenir. Pas physiquement plus petit, mais moins significatif en quelque sorte. Comme retourner dans une maison d'enfance et réaliser que ce n'était qu'un bâtiment, pas l'endroit magique qui vivait dans vos souvenirs. J'ai croisé Madame Patterson à l'épicerie. Elle avait été mon professeur préféré au lycée, celle qui m'avait encouragé à auditionner pour le rôle principal dans notre pièce de terminale. Elsie, dit-elle, s'illuminant en me voyant. J'ai entendu dire que tu travaillais à la télévision maintenant. C'est passionnant. Pendant un instant, je me suis demandé comment elle l'avait su. Puis j'ai réalisé, petite ville, professeur fier, se vantant probablement de son ancien élève à quiconque voulait bien l'écouter. Merci, ai-je dit. C'est incroyable. Tes parents doivent être si fiers,
a-t-elle continué. Et j'ai senti mon sourire vaciller. Oui, ai-je réussi à dire. Ils sont très fiers. Elle a bavardé encore quelques minutes sur la série et sur le fait qu'elle avait hâte de la regarder. Et je me suis retrouvé presque en larmes, là, dans le rayon des céréales. Non pas à cause de ce que ma famille m'avait fait, mais parce que cette femme qui me connaissait à peine était plus enthousiaste à propos de mon succès que les gens qui m'avaient élevé. Ce soir-là, j'ai appelé Marcus. Comment se passe la réunion de famille, a-t-il demandé. Et je pouvais entendre du bruit de fête en arrière-plan. Il était probablement à un événement de l'industrie à la, entouré de gens qui comprenaient que le métier d'acteur était un vrai travail dans lequel de vraies personnes pouvaient réussir. Ça se passe très bien, ai-je menti. Tout le monde est vraiment encourageant. Même en le disant, je savais qu'il ne me croyait pas, mais il a eu la gentillesse de faire semblant. Après avoir raccroché, je me suis assise sur le lit de l'hôtel et j'ai regardé mon reflet dans le miroir en face de moi. La fille qui me regardait avait l'air fatiguée, mais pas brisée, blessée, mais pas vaincue. J'étais sur le point de découvrir à quel point j'étais vraiment forte. Le 15 janvier, le jour où Riverside Heights devait être diffusé. Je connaissais cette date depuis des mois. Je l'avais à la fois redouté et attendu depuis la fin du tournage. Dans toutes mes fantaisies à propos de ce jour, j'avais imaginé le regarder avec ma famille, voir leur visage lorsqu'ils réaliseraient ce que j'avais accompli, peut-être même recevoir des excuses pour la façon dont ils m'avaient traité. Au lieu de cela, j'étais seul dans une chambre d'hôtel de ma ville natale, sur le point de regarder mes débuts professionnels tandis que les personnes qui étaient censées être mes plus grands supporters faisaient comme si je n'existais pas. J'avais pensé retourner à la ou même à Vancouver où une partie du casting se réunissait pour une soirée de visionnage. Mais quelque chose me retenait ici, dans cet étrange espace liminal entre mon ancienne vie et ma nouvelle. Peut-être avais-je besoin de vivre ce moment jusqu'au bout à l'endroit où mes rêves avaient pris racine, même si je le vivais seul. J'ai commandé le service en chambre, du champagne et le plat le plus chic du menu, qui s'est avéré être du saumon avec des accompagnements qui coûtaient plus cher que ce que je dépensais en courses en une semaine, et je me suis installé pour regarder ma vie changer. La série s'ouvrait sur un plan large de la ville fictive de Riverside Heights. Toutes ces rues bordées d'arbres et ces pelouses parfaites cachant de sombres secrets. Puis j'étais là, remplissant l'écran d'une manière qui semblait encore surréaliste après 8 mois de tournage. Rebecca Morrison, le personnage dans lequel j'avais tout mis pour lui donner vie. Compliquée, intelligente, vulnérable mais forte, faisant face à une dysfonction familiale qui semblait inconfortablement familière compte tenu de mes circonstances actuelles. C'était bien. Vraiment bien. Pas seulement ma performance, que j'étais trop nerveuse pour juger objectivement, mais la série elle-même. Le scénario était incisif. Les autres acteurs étaient phénoménaux, et l'histoire se déroulait avec exactement le genre de qualité addictive qui pousse les gens à libérer leur emploi du temps pour un rendez-vous télévisuel. Quand la première pause publicitaire est arrivée, j'ai réalisé que j'avais retenu mon souffle. Mon téléphone vibrait de notifications. Marcus m'envoyait des textos depuis la soirée de visionnage de la. Sarah m'envoyait des émojis encourageants, même certains membres de l'équipe avec qui j'étais resté en contact m'écrivaient pour me féliciter. Mais rien de ma famille, rien de personne à Springfield qui aurait pu reconnaître mon nom au générique ou mon visage sur leur écran de télévision. La deuxième moitié de l'épisode était encore meilleure que la première. Il y avait cette scène où Rebecca tient enfin tête à son père, lui disant que son approbation ne vaut pas la peine de sacrifier son propre bonheur, et je me suis regardé livrer ses répliques avec une intensité qui venait d'un endroit très réel. L'art imitant la vie ou la vie donnant du poids à l'art. Quoi qu'il en soit, c'était exactement ce que j'avais besoin de voir à ce moment-là. Quand le générique de fin a défilé, je suis resté assise dans le silence de ma chambre d'hôtel et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas prévu. De la fierté. Une fierté pure et simple pour ce que j'avais accompli. Je l'avais fait. J'avais tout misé sur moi-même et j'avais gagné. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans un monde qui avait changé du jour au lendemain. Mon téléphone était inondé de messages de personnes dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des mois, des amis d'université qui avaient vu la série, des camarades de lycée qui m'avaient reconnu, même quelques personnes de l'industrie qui avaient regardé et voulaient parler de projets futurs. Et puis vers 10 heures du matin, alors que je quittais l'hôtel, mon téléphone a sonné avec un numéro que je reconnaissais mais que je n'avais pas vu depuis des semaines. Maman. J'ai fixé l'écran pendant un long moment avant de répondre. Bonjour, Elsie, a-t-elle dit,
et sa voix était différente de ce qu'elle avait été 2 semaines plus tôt. Plus faible, moins assurée. Nous avons vu la série hier soir. Oh, ai-je dit, car que pouvais-je dire d'autre? C'était. Tu étais vraiment bonne. Vraiment bonne. Après des mois à me dire que je gâchais ma vie, soudainement j'étais vraiment bonne. Merci, ai-je dit. Écoute, a-t-elle continué. Ton père et moi, nous pensons que nous avons peut-être été trop hâtifs avec ce qui s'est passé le jour de ton anniversaire. Trop hâtifs, comme si déshériter sa propre fille était quelque chose qu'on pouvait faire accidentellement dans un moment de mauvais jugement. Nous sommes à l'hôtel. La voix de papa s'est jointe à l'appel. Dans le hall. Nous espérions pouvoir te parler. J'ai regardé par la fenêtre de ma chambre d'hôtel et je les ai vus en bas, debout près de la réception, l'air plus petit et plus âgé que dans mon souvenir. En fait, je pars, ai-je dit. Mon vol est dans quelques heures. S'il te plaît, a dit maman, donne-nous juste quelques minutes. Et voilà, le moment que j'attendais depuis le 20 décembre. Mes parents, demandant de mon temps, voulant me parler, prêts à admettre qu'ils avaient eu tort. La fille qui était arrivée à Springfield 8 mois après avoir été rejetée par sa famille aurait couru immédiatement dans ce hall, reconnaissante pour la moindre miette d'acceptation qu'ils étaient prêts à offrir. Mais la femme qui venait de se voir réussir à la télévision nationale avait une réponse différente. Je ne crois pas, ai-je dit. Mais merci d'avoir appelé. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre et j'ai fini de faire ma valise avec des mains plus stables que je ne l'aurais cru. Par la fenêtre, je pouvais les voir dans le hall, attendant toujours, s'attendant probablement à ce que je descende et accepte avec gratitude les excuses à moitié sincères qu'ils étaient prêts à offrir. Au lieu de cela, j'ai appelé un taxi. Le trajet jusqu'à l'aéroport était paisible d'une manière que je n'avais pas connue depuis mon arrivée en Ohio. Pas d'anxiété sur ce que ma famille pensait de moi. Pas d'espoir que cette fois-ci serait différente. Pas de besoin désespéré de leur approbation. Juste moi, ma valise, et la certitude absolue que j'en avais fini d'essayer de forcer les gens à m'aimer selon mes propres termes. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des appels du même numéro. Je l'ai éteint. Le vol de retour vers là était différent de tous les voyages que j'avais faits auparavant. Je ne courais pas vers quelque chose ou ne fuyais pas quelque chose, mais j'avançais simplement dans une vie que je construisais entièrement pour moi-même. Marcus est venu me chercher à LAX, son visage s'illuminant quand il m'a vu arriver dans le terminal. La voilà, a-t-il dit en me serrant dans ses bras. La star de la télé. Comment était la soirée de visionnage, ai-je demandé alors que nous nous dirigions vers sa voiture. Incroyable. Tout le monde parlait de ta performance sur les textos. Les producteurs parlent déjà d'étendre les intrigues de Rebecca pour la saison 2. Il m'a jeté un regard de côté. En parlant de ça, comment a réagi ta famille? Ils ont appelé, ai-je dit simplement. Et je n'ai pas répondu. Marcus a hoché la tête avec approbation. Bien joué. Parfois, la meilleure réponse à trop peu, trop tard est l'absence de réponse. Au cours des semaines suivantes, mon téléphone a continué de sonner avec des appels de mes parents. Des messages vocaux allant de l'excuse à la confusion, puis à une frustration croissante. Comme je ne répondais toujours pas, ils ont essayé différentes approches. Des emails, des lettres envoyées à mon agent, contactant même des amis du lycée qui pourraient encore avoir mon adresse actuelle. Mais j'avais appris quelque chose d'important pendant mes 8 mois de silence suivis de l'humiliation de mon anniversaire. Certains ponts ne valent pas la peine d'être reconstruits. Certaines relations ne sont saines que lorsqu'elles se terminent. La série a été un succès massif. Riverside Heights est devenu le genre de phénomène culturel qui a engendré des articles de fond, des théories sur les réseaux sociaux et même des analyses académiques. Rebecca Morrison est devenue un personnage dans lequel les jeunes femmes se reconnaissaient, qu'elles citaient sur Instagram et sur lequel elles écrivaient des fanfictions, et je suis devenu quelqu'un avec qui l'industrie voulait travailler. Les offres ont commencé à arriver presque immédiatement. Des apparitions dans d'autres séries, des auditions pour des films, des réunions avec des producteurs qui voulaient discuter de projets écrits spécifiquement pour moi. Après des années à espérer que quelqu'un me donne une chance, j'avais soudain le luxe de choisir entre les opportunités. 3 ans plus tard, j'étais assise dans ma maison des collines d'Hollywood, ma maison, achetée avec l'argent que j'avais gagné en jouant des personnages que j'aimais, quand mon assistant m'a apporté une pile de courrier qui comprenait une énième lettre de mes parents.
J'ai failli la jeter sans l'ouvrir, comme je l'avais fait avec toutes les autres. Mais quelque chose m'a fait hésiter, peut-être la curiosité de savoir si leur approche avait évolué. Chère Elsie, commençait-elle. Nous espérons que cette lettre te trouvera en bonne santé. Nous suivons ta carrière avec une grande fierté. Une grande fierté. De la part des gens qui m'avaient traité d'échec en face et qui avaient ri en me déshéritant. Nous réalisons que nous avons fait des erreurs dans la façon dont nous avons géré ton choix de carrière, et nous espérons que tu envisageras de nous donner une autre chance de faire partie de ta vie. Une autre chance, comme si ce qu'ils avaient fait était un simple malentendu plutôt qu'une décision calculée de me blesser aussi profondément que possible. Nous t'aimons et tu nous manques. Et nous espérons que la famille peut surmonter n'importe quel désaccord. La famille, le même mot qu'ils avaient utilisé pour m'exclure de leur réunion, maintenant utilisé pour me culpabiliser et me faire oublier comment ils m'avaient traité quand j'avais le plus besoin d'eux. J'ai plié la lettre soigneusement, je suis allé à ma cheminée et je l'ai jetée dans les flammes. Certaines chances ne valent pas la peine d'être données. Certains amours arrivent trop tard pour compter. J'avais construit une belle vie sans eux, et je n'étais pas intéressé à faire marche arrière. 5 ans après cet anniversaire infernal, j'étais assise dans mon café préféré de West Hollywood, lisant un scénario pour ce qui allait devenir mon premier rôle principal dans un grand film, quand un nom familier est apparu sur mon téléphone. Pas mes parents cette fois, mais ma cousine Sarah, celle qui était à la fête du déshéritement, bien qu'elle ait semblé mal à l'aise pendant les pires moments. Elsie, c'est Sarah. Je sais que tu ne veux probablement pas de nouvelles de la famille, mais je pensais que tu devrais savoir. Ton père est à l'hôpital. J'ai senti cette vieille oppression familière dans ma poitrine. Celle qui apparaissait chaque fois que quelque chose lié à la famille survenait. Mais elle était plus faible maintenant, plus comme une vieille cicatrice qu'une blessure fraîche. Que s'est-il passé, ai-je demandé. Crise cardiaque. Il est stable, mais ça a été quelques semaines difficiles. Ta mère m'a demandé d'appeler. Elle ne pensait pas que tu répondrais si ça venait d'elle directement. Elle avait raison. Je n'aurais pas répondu. Je suis désolé d'apprendre ça, ai-je dit, et je le pensais. Quoi qu'il se soit passé entre nous, je ne lui souhaitais pas de mal. Tu leur manques, tu sais, à tous les deux. Ils parlent de toi tout le temps, de la fierté qu'ils ont de ce que tu as accompli. Fier? Ce mot qui signifiait tout pour moi à 21 ans et plus rien pour moi maintenant. Sarah, ai-je dit doucement. J'apprécie ton appel. Vraiment. Mais ce pont a brûlé il y a longtemps. Mais c'est ton père. Non, ai-je interrompu. Il a très clairement dit il y a 5 ans qu'il préférait ne pas avoir de fille que de m'avoir moi. Il a eu ce qu'il voulait. Il y a eu une pause. Les gens changent, Elsie. Les gens grandissent et réalisent leurs erreurs. Je suis sûr qu'ils le font, ai-je dit. Mais certaines erreurs ne peuvent pas être effacées simplement parce qu'on réalise qu'on les a faites. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans ce café pendant un long moment, regardant les gens aller et venir, pensant à la fille que j'étais et à la femme que j'étais devenue. J'ai pensé à la fille qui aurait tout laissé tomber pour se précipiter au chevet de son père, désespérée de toute opportunité de réconciliation. J'ai pensé à la version de cette histoire où je serais retourné en Ohio, où nous aurions eu une réunion en larmes, où l'amour familial aurait triomphé de toutes nos différences. J'ai pensé au pardon, aux secondes chances, et à toutes les belles histoires que les gens se racontent sur la guérison familiale. Et puis j'ai commandé un autre café et je suis retourné à la lecture de mon scénario. Certaines histoires ne se terminent pas par une réconciliation. Certaines blessures ne guérissent pas simplement parce que le temps passe. Certaines relations sont plus saines lorsqu'elles n'existent qu'au passé. J'avais fait le deuil de la famille que je pensais avoir et j'avais construit une nouvelle vie avec des gens qui soutenaient mes rêves depuis le début. J'avais Marcus, qui était devenu plus un frère que n'importe quel parent de sang ne l'avait jamais été. J'avais Sarah de la série, qui m'appelait à mon anniversaire chaque année pour me rappeler le chemin parcouru. J'avais toute une famille choisie d'amis et de collègues qui célébraient mes succès et me soutenaient dans mes difficultés. J'avais de l'amour, du vrai amour, celui qui ne vient pas avec des conditions, des ultimatums ou des exigences que je sois quelqu'un d'autre que ce que je suis. Et je m'avais moi-même, la fille qui avait été assez courageuse pour tout miser sur ses rêves et assez sage pour s'éloigner des gens qui ne pouvaient pas voir sa valeur. 6 mois plus tard, j'ai remporté mon premier Emmy. Alors que je me tenais sur cette scène, tenant le prix et regardant un public plein de gens qui comprenaient ce que signifiait créer de l'art pour vivre,
j'ai ressenti un profond sentiment de complétude. Dans mon discours de remerciement, j'ai remercié mes partenaires de jeu, mes réalisateurs, mon agent et les fans qui avaient fait de Rebecca Morrison une personne réelle plutôt qu'un simple personnage. Je n'ai pas remercié ma famille. Je n'ai pas envoyé de message de pardon ou de réconciliation aux gens qui regardaient à Springfield. Au lieu de cela, j'ai remercié les jeunes rêveurs qui regardaient peut-être, qui subissaient peut-être des pressions pour abandonner leurs aspirations, qui avaient peut-être besoin d'entendre que parfois les personnes les plus proches de vous sont les moins qualifiées pour juger votre potentiel. Faites-vous confiance, ai-je dit dans ce micro, en m'adressant directement à la fille que j'étais. Vos rêves sont valables, votre talent est réel, et vous n'avez besoin de la permission de personne pour devenir qui vous êtes censé être. Les applaudissements ont été assourdissants, mais la vraie victoire était la paix que j'ai ressentie en prononçant ces mots. Si cette histoire a résonné en vous, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires sur le courage de se choisir, même lorsque cela vous coûte tout ce que vous pensiez vouloir. Parfois, la famille qui compte le plus est celle que vous vous construisez. Je m'appelle Elsie, j'ai 27 ans, lauréate d'un Emmy, et la fille qui a appris que l'amour sans respect n'est pas de l'amour du tout. Et je n'ai jamais été plus heureuse de me tromper sur les fins heureuses.